Bon, merci à tous en tout cas. Et du coup, je vous laisse la main. Hein. OK. On est parti? OK, on est parti. Donc, on va partir sur les chapeaux de roue. Désolé du petit couac du début. Mais on est sur un sujet d'agilité. Alors, bon, vous le savez tous, je pense, vu les profils. Les métiers du droit, vous remercie de votre présence. Les métiers du droit sont en pleine transformation. Et voilà une question que je me pose bon, pas tous les matins, mais si j'étais directeur juridique en 2021, mais qu'est-ce que je ferais? Quelles seraient mes actions stratégiques? Et une de mes actions serait effectivement de développer l'agilité dans mes équipes. Alors pourquoi? C'est une question qu'on se pose, qu'on s'est posé et qu'on continue à se poser à l'EDEC Augmented Law Institute. C'est l'agilité des équipes juridiques. Est-ce que c'est un buzzword, un énième buzzword, ou est-ce que c'est du concret? Est-ce que ça peut être utile? On s'aperçoit notamment que l'agilité apporte du business, nourrit le positionnement qu'on connaît tous, business partner. Ça progresse. Néanmoins, dans une étude récente qu'on a menée au Business Legal Forum, avec le Business Legal Forum, on s'est aperçu que si le juriste et l'ensemble des conseils étaient fortement appréciés pour leur rigueur, leur côté, on va dire, défenseur du temple, on avait quelques travers sur le côté agilité. Voilà, donc c'est l'idée de ce webinaire, d'en parler, de voir qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'agilité, est-ce qu'on peut se former à l'agilité et qu'en est-il des recrutements de juristes agiles. Alors, on a un point de vue et pour aller au-delà, pour l'enrichir, on s'est entouré d'experts. Donc, on a des experts en ressources humaines qui nous rejoignent ce matin, ils vont se présenter, mais on a notamment Marie, qui est présidente de Astorus Executive. On a notamment Jamil, qui représente les nouvelles technologies en recrutement, donc Goshaba, CEO. On a également des experts en droit, avec Muriel, qui est donc associée avocat, elle va se présenter. Sabine, qui est directrice juridique. Et on a un expert en transformation en droit, en legal talent management, qui est Christophe. Voilà, donc je vais vous laisser vous présenter rapidement. Peut-être Jamil, tu peux commencer? Bonjour à tous. Donc et merci Jérôme, merci Christophe, merci Amandine pour l'organisation de ce séminaire. Donc je suis Jamil Kemal, je suis cofondateur et co-CEO de Goshaba. Et avec Camille Morvan, une ancienne prof à Harvard en sciences cognitives, et Min Fan, un ancien producteur de jeux vidéo, nous avons développé une série d'évaluations de soft skills qui s'appuie donc à la fois sur des jeux vidéo, mais qui utilise aussi les dernières connaissances en sciences cognitives de façon à pouvoir mesurer de façon précise et non biaisée des soft skills, par exemple comme l'agilité. Ok, merci. Marie, tu peux te présenter? Marie, oui. Ah, Marie nous entend? Oui, je vous entends. Tu m'entends? C'est bon, c'est moi. C'était de ma faute, désolé. Vas-y, Marie. C'est bon? Oui. Ok, super. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Désolé pour ce petit incident technique. En ce qui me concerne, donc, je m'appelle Marie Ombrok et je suis la fondatrice du cabinet de recrutement qui s'appelle Adorus Executive, qui est un cabinet dédié aux fonctions RH et juridiques avec cette ligne de mire qui est l'agilité, le recrutement en urgence, où nous, en fait, c'est pour ça que le thème d'aujourd'hui nous parle beaucoup. Ça fait 10 ans qu'on accompagne les directions juridiques dans leur recrutement et toujours avec cette idée de s'adapter au monde de demain. Voilà. Ton micro, Jérôme. Christophe? Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, Christophe Roquilly, moi je suis professeur à l'EDEC Business School où je dirige l'EDEC Augmented Law Institute. Voilà pour mes fonctions qui peuvent vous intéresser dans le cadre de ce webinaire. Très bien, merci. Sabine, est-ce que vous nous entendez? Micro, Sabine? Sabine? Ah. Sabine. Muriel. Ouais. Alors Muriel, peut-être? Muriel, pour vous Oui, présenter. bonjour à tous. Vous m'entendez, pardon? Oui, Sabine. Allez-y, Sabine. Alors j'y vais, ouais, excusez-moi. C'est un peu compliqué la connexion aussi, on va faire preuve d'agilité aujourd'hui. Donc Sabine Legac, je suis directrice juridique du groupe EDF depuis 2 ans maintenant, après avoir passé 22 ans au sein de ce groupe. Donc
je dirige une direction de 180 collaborateurs et également la responsabilité fonctionnelle de la filière juridique du groupe qui compte 480 collaborateurs. Donc, vous pouvez imaginer qu'on a des enjeux managériaux et d'agilité assez forts dans un contexte en pleine mutation au cœur de la transition énergétique. Et je voulais aussi dire que j'étais une ancienne élève de Christophe Roquilly que je suis très heureuse de retrouver aujourd'hui. Ok, merci beaucoup Sabine. Muriel? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Muriel Ferraud-Courtin, je suis avocat associé au sein du cabinet Deloitte Tage. Je suis spécialisée en droit des affaires et j'accompagne également les directions juridiques des entreprises françaises et internationales dans le cadre de leur évolution, de leur transformation, qu'elle soit digitale ou juste organisationnelle. Et donc, c'est à ce titre que Christophe m'a donné le privilège d'intervenir aujourd'hui. Ok, merci beaucoup, merci à tous. Alors, à tous nos participants, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Ça me permettra éventuellement de rebondir, de nourrir le débat. Alors, première question, pas de langue de bois. On parle de quoi quand on parle d'agilité? Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets de comportements agiles ou anti-agiles dans vos équipes respectives? Alors, Jamil, est-ce que tu peux prendre la parole? Ben, merci de me donner la parole, Jérôme. Alors, comme je vous l'ai dit, GoShaba, c'est une startup, alors qui grossit, mais on reste quand même une startup. Et une startup, c'est quoi? C'est le fait de créer un produit qui n'existe pas, à des types de clients indéterminés, sur un marché qui n'existe peut-être pas encore, et avec un business model inconnu. Donc, on imagine que tout ça nécessite de l'agilité, avec des changements permanents de marché, de produits, de techno, de ressources en temps de crise, et puis également de culture. On n'est pas la même entreprise quand on est 3, que quand on est 14, que quand on est 30 et quand on est 100. Et les progressions qu'on connaît sont très importantes. Donc, l'agilité, c'est ce qui fonde la création d'une startup, donc, notamment de GoShaba. Et le manque d'agilité, pour nous, c'est la mort. Ok. Merci, Jamil. Marie, tu nous entends? Marie? Christophe, ton micro est coupé. Vas-y, Marie, vas-y. Oui, super, très bien. Merci beaucoup. Et je vais rebondir sur ce que vient de dire Jamil, notamment sur l'agilité organisationnelle, qui est un point qui moi, je tiens beaucoup. Et quand j'ai créé le cabinet Adoris Exécutive, c'était un des points que nos clients attendaient de notre part. C'est-à-dire que nous, nos directeurs juridiques ou nos DRH, quand ils viennent vers nous, quand ils ont un besoin, ils nous ont demandé, en tant que recruteurs, d'être agiles et pouvoir intervenir rapidement. Ce qui fait que quand on a créé ce cabinet, on a vraiment tout orienté sur du lead management pour pouvoir répondre rapidement à un client sur un besoin. Ensuite, quand on a fait cette préparation, on se posait la question, est-ce qu'on peut donner des exemples de candidats que j'ai pu voir, parce que j'ai rencontré plus de 5000 candidats dans ma carrière, de candidats qui sont plutôt agiles et d'autres qui sont anti-agiles. Alors, je vais vous prendre 2 exemples. Sur un candidat vraiment agile, on va l'appeler Pierre pour l'exemple. Pierre, c'est le candidat qui commence en tant que juriste et qui n'aura pas peur de sortir de sa zone de confort. Sur un CV, vous n'avez jamais marqué compétence agilité, c'est pas là le sujet. Le sujet, c'est plutôt comment la personne va s'adapter à une difficulté et comment il va sortir encore une fois de sa zone de confort. Donc ça, c'est vraiment pour nous un candidat qui va être agile. À côté de Pierre, on va voir des candidats qui sont anti-agiles. Et alors là, je vous donne l'exemple d'une personne que j'ai déjà rencontrée et j'en vois souvent, c'est Blandine. Blandine, c'est la juriste qui fait le même contrat depuis 20 ans, qui tous les matins arrive à 9h, fait le même contrat, la même journée, et quand vous changez juste un tout petit paramètre, ça la perturbe. Il y a un point qui est intéressant, c'est que dans nos clients, finalement, est-ce qu'on a besoin que des candidats agiles ou aussi des candidats qui sont anti-agiles? Je vais vous répondre. Aujourd'hui, en tout cas, je vous parle en novembre 2020, je vois une tendance où on va de plus en plus vers des candidats où il y a une agilité, mais quand même, des Blandines ont encore leur place aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que vous voyez, on pensait à ce besoin de certains clients qui part sur, quand on leur explique la notion d'agilité, le sens de l'histoire de la fonction juridique qui va vers l'agilité, ils disent ah mais oui, c'est évident. Et on a eu un client qui comme ça voulait créer une fonction compliance de manière très agile et avec plein de qualités, etc. Donc on était parti sur une définition de poste
très évolué. Et en fait, on s'est rendu compte que un des facteurs qui manquait, c'était le budget. Et donc, du coup, en réalité, on n'a pas pu faire exactement ce qu'on voulait. Voilà. Ok, merci. Sabine? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Donc pour donner des exemples de comportements agiles que j'ai pu constater dans mes équipes, ça va être par exemple des juristes qui, en plus de leur activité du quotidien de juriste en appui à un des grands métiers du groupe, vont en quelques mois se mobiliser pour lancer tout seul comme des grands avec l'aide d'une start-up, mais tout seul en tant que chef de projet, vont lancer un chatbot juridique, ce qui est un exploit aussi bien technologique que process et de transformation interne. Ça va être également une équipe d'assistantes de la direction juridique qui, en plein confinement, va réussir à basculer entièrement tous nos process de paiement des factures d'avocats pour les payer de manière électronique, là où on a un système facturier chez EDF assez lourd, hein, puisqu'il est adapté aux achats, aux grands achats, par exemple dans le domaine du nucléaire, qui portent sur des contrats d'une ampleur complètement sans commune mesure avec nos achats d'avocats, et donc des assistantes qui en un mois arrivent à transformer profondément tout leur fonctionnement. Donc là, pour moi, ce sont deux exemples qui montrent ce que peut être l'agilité dans une grande direction juridique comme la mienne, sachant que pour moi, la taille de l'organisation n'est pas un frein et ne doit pas être un frein à l'agilité. Ce qui peut être un frein à l'agilité ou un comportement anti-agile, pour moi, c'est la peur. C'est la peur de se remettre en question, d'aller sur des terrains non connus, la peur d'être mise en cause, de sortir de sa zone d'expertise, ou la peur de ne plus avoir sa place dans une organisation. C'est par exemple un phénomène que je peux observer de certains managers dans le cadre du grand projet de transformation que j'ai lancé depuis 2 ans au sein de la direction juridique, qui s'appelle RYTHME, pour responsabilisation, innovation, transformation et mouvement. Vous voyez que même si le mot d'agilité n'y est pas, c'est bien ce thème qu'on explore. Et dans cette démarche de responsabilisation, certains managers pourraient avoir peur de ne plus avoir de rôle à jouer en encadrant des juristes qui sont davantage responsabilisés, alors que ce n'est évidemment pas le cas. Mais ça peut être cette peur qui est un frein à aller de manière agile et à s'embarquer dans cette démarche de responsabilisation. Ok, merci Sabine. Muriel? Oui, j'ai également un très bel exemple d'agilité en cabinet d'avocat, et ça va faire écho à ce que disaient Jamil et Marie. En fait, on a vu arriver de nouveaux clients il y a quelques années qui étaient des startups et des jeunes start-upers. Et au départ, on a suivi un peu les process du cabinet, c'est-à-dire que le premier rendez-vous se faisait avec l'associé. Et très vite, on s'est rendu compte qu'en fait, ça n'allait pas du tout. D'abord parce que les honoraires d'un avocat associé sont assez élevés. La deuxième chose, c'était que ces jeunes start-upers, ils avaient 20-30 ans et nous, on porte bien notre quarantaine ou notre cinquantaine. Donc, on se trouvait un peu décalé. On arrivait en costume 3 pièces ou en tailleur et eux, ils arrivaient en jean et en basket. On n'avait pas le même vocabulaire. C'était un peu compliqué. Et donc, on a réfléchi. On s'est dit, il faut vraiment faire quelque chose pour les servir et pour être plus agile, parce que franchement, là, ça manquait d'agilité. Et donc, on a créé un programme qui s'appelle TageUp, qui fonctionne toujours, qui est mené par des collaborateurs, c'est-à-dire que ce sont les collaborateurs qui rencontrent ces start-upers, qui gèrent les dossiers des start-upers, évidemment sous la supervision d'un associé, mais qui n'intervient pas frontalement. Et donc, il y a un réel échange qui se fait, générationnel. C'est vraiment c'est incroyable. Les rendez-vous se passent très bien. Ça permet aussi à nos collaborateurs d'apprendre d'autres choses, d'être plus responsables, d'aller en rendez-vous tout seul, de prendre des décisions un petit peu tout seul. Et donc, ça participe de leur formation également. Et nos clients sont extrêmement satisfaits de ce programme, puisque les honoraires sont adaptés à leurs besoins, puisqu'au départ, une start-up, ça a besoin de beaucoup de choses en matière juridique et fiscale. Et elles n'ont pas forcément les fonds au départ pour se le permettre. Là, ça leur donne l'occasion de le faire et de se constituer de façon safe ou secure. Et donc, c'est vraiment un win-win pour tout le monde. Et c'est un programme qui continue de fonctionner depuis 8-10 ans et qui est toujours… on a au quotidien des gens qui reviennent nous voir et qui sont très satisfaits. Ok, merci Muriel. Christophe, peut-être quelque chose? Oui, juste peut-être pour revenir à ce que tu as évoqué au tout début dans ton introduction,
sur est-ce que les juristes sont agiles ou pas quand on pose la question à des dirigeants, des managers ou des opérationnels. Donc, comme tu l'as dit, nous, avec l'EDEC Augmented Law Institute, on réalise depuis maintenant plusieurs années, avec le Business and Legal Forum, une étude auprès des dirigeants, des managers, des opérationnels, en leur demandant quelle est leur vision du droit, leur perception du droit et des juristes, internes ou externes. Et dans l'édition 2020, donc, dont on a présenté les résultats au mois d'octobre, lors de l'événement annuel du forum, première remarque, alors la bonne nouvelle pour les juristes, c'était que les commentaires, les qualificatifs positifs étaient beaucoup plus importants que les négatifs. 164 positifs versus 35 négatifs, donc ça c'est la bonne nouvelle. Dans les négatifs, arrivé en deux, le manque d'agilité chez les juristes, ou plus particulièrement dans la relation entre les juristes et les clients internes ou externes, si on prend les avocats. Et quand on a demandé donc à ces personnes de qualifier quel était pour eux le juriste idéal, l'agilité est sortie en premier. Et alors, pour revenir sur ta définition, là, c'est plus un inventaire à l'après-vert, mais je pense que ça couvre finalement des comportements, des compétences comportementales qui rentrent sous cette ombrelle ou ce parapluie de l'agilité. La souplesse, l'adaptabilité, la flexibilité, la proactivité, la réactivité, la disponibilité, le sens de l'anticipation. Je pense que ces qualificatifs et ces comportements, pour pas parler de qualité, relèvent de l'agilité que les managers attendent de la part d'un juriste. Ok, merci Christophe. Juste deux mots sur l'agilité. Des définitions que vous pourrez retrouver, on vous communiquera un livre blanc sur agiliser ses équipes juridiques. Dans le fond, il y a une définition business, c'est un sujet de vitesse et c'est un sujet d'adaptation, vitesse et adaptation. Et il y a un sujet, pour ceux qui sont dans les startups, dans la production IT, historiquement, on a un mode de développement linéaire qui est assez proche d'une pensée type juridique, conception, production, c'est le waterfall en anglais. Et finalement, pour réaliser dans certains contextes rapidement des produits web, on s'est aperçu que ce type de développement était compliqué. Donc en 2011, naissance du manifesto agile, donc c'est des principes, un état d'esprit, une culture. Là-dessus, on a différentes méthodes agiles, peut-être Lean, peut-être Scrum, c'est autre chose, mais c'est des grands principes. Et on s'aperçoit que ces grands principes, vu le succès des startups qu'on leur connaît, ont percolé en leadership, ont percolé en culture et peuvent être utilisés dans le cadre de nos équipes juridiques. Voilà. Ça, c'était par le quoi. Alors, petite question, l'agilité, est-ce que c'est un buzzword ou est-ce que c'est concrètement utile pour vous? Jamil. Alors, je pense qu'on a tous constaté que le contexte actuel est un petit peu différent de celui qu'il y avait il y a un an. Est-ce que c'est une crise? Est-ce que c'est un changement de paradigme? Et je pense qu'il y a un terme chinois qui répond un petit peu à ta question. C'est la façon dont on écrit le mot crise. Le mot crise en chinois s'écrit avec deux idéogrammes, un qui signifie le danger et l'autre l'opportunité. Donc, je crois spécifiquement qu'aujourd'hui, le fait d'être agile, ce n'est pas un buzzword, c'est un fait qu'on constate tous au quotidien. On a changé notre façon de travailler. Le télétravail qui était totalement impossible dans certains groupes, il y a ne plus que 6 mois, devient totalement une base. Et je pense qu'on est vraiment dans un changement profond de paradigme et que les mots agilité et le mot monde d'après, parfois utilisés un petit peu comme des buzzwords, sont en fait des réalités. Et moi, je le vois de plein de façons différentes. Et si on prend le cas du recrutement, je me rends compte que les critères de choix des candidats sont radicalement différents de ce qu'il y avait dans les crises précédentes. Dans les crises précédentes, il y avait un rapport de force où les recruteurs se disaient, vu que c'est la crise, je peux faire ce que je veux des candidats, je suis en situation ultra dominante, je vais pouvoir baisser les salaires, donner des jobs qui sont moins intéressants, imposer mes cadres. On se rend compte que ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui, qu'on a des candidats qui se posent des questions sur la mission de l'entreprise, sur le sens de leur job, sur ce qu'ils vont apprendre. Et moi, je le vois autour de moi. Donc, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est avocate, qui a fait l'école de la magistrature et qui vient de refuser un job dans un grand groupe GAFA
pour des questions d'éthique. Alors qu'on est en pleine situation de crise, qu'elle cherche un job depuis 6 mois et qu'elle a le sentiment que ce qu'on lui propose dans Pardon, GAFA, excuse-moi, Jamil. Pardon, excuse-moi. Il faudrait que les participants qui ne parlent pas coupent leur micro, là. pardon. Et donc, ma cousine qui cherche un job depuis 6 mois a eu une très belle proposition dans un GAFA et elle l'a refusé pour des questions qui lui sont proches. On a eu une discussion par rapport à ça et je trahis aucun secret pour dire que j'ai été incubé par Facebook. Donc, je ne jette pas la pierre. Hein. Mais le sens et le mot d'agilité, qui était avant vraiment uniquement le fait des candidats en situation de crise, le devient aussi au niveau des recruteurs qui sont obligés de prendre en compte une nouvelle génération qui a de nouvelles valeurs, qui a de nouveaux objectifs et avec laquelle on ne va pas simplement composer. C'est une génération qui va composer la grande majorité d'ici moins de 4 ans. Et donc, l'agilité dans le recrutement, ce n'est pas uniquement au niveau de la façon dont les métiers vont se dérouler, mais c'est aussi la façon dont on va staffer ses équipes et dont on va staffer des équipes qui vont durer. Et on le voit dans plein d'exemples. Et je pense que l'exemple de ma cousine, quelque chose que j'ai eu il y a peu de temps, que je n'aurais jamais vu dans une crise d'année précédente. Merci. Marie, tu nous entends? Marie, est-ce que tu nous entends? Ton micro est coupé, Christophe. C'est bien? Oui. Ok. Donc, ce que je disais, c'est que moi, j'ai rebondi sur ce que vient de dire Jamil et je vais aller un cran au-delà de ce qu'il disait. C'est que moi, je travaille énormément avec des juristes seniors au quotidien et je vais vous donner une évolution des 10 dernières années. Moi, j'ai une particularité, c'est que je recrute énormément de managers en transition. C'est-à-dire, ce sont des candidats qui ont des premiers cycles d'expérience et qui vont avoir 45-50 ans et qui ne vont pas forcément retrouver facilement des CDI et qui vont partir sur des missions en transition. Ce qu'on peut vous dire sur l'évolution sur du long terme, il y a une dizaine d'années, moi, quand j'appelais les candidats pour leur proposer une mission de management de transition, généralement, on me raccrochait au nez. Et ce n'était pas du tout quelque chose qui était noble. Aujourd'hui, je suis avec vous à table, je suis avec vous autour de ce webinaire. On nous pose souvent la question, qu'est-ce que le management de transition? Et ce qu'on peut vous dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de candidats qui s'y intéressent parce qu'il y a une vraie volonté profonde de travailler de manière différente. Et alors, ça ne s'applique pas qu'aux juniors, c'est là où c'est assez intéressant aussi, c'est que ça s'applique également aux seniors. Dans la typologie de nos candidats juristes que nous avons, il y a 10 ans, les gens qui étaient en management de transition, c'était des postes subis. Aujourd'hui, beaucoup de nos candidats choisissent ce mode-là et ne veulent plus forcément subir le poids du CDI. Donc ça, c'est un premier point. Donc on voit qu'il y a une vraie agilité sur la manière de travailler. Et je vais aller un step au-dessus en prenant un peu de hauteur sur notre manière de travailler de manière plus globale. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, quand on était juriste, on était toute sa vie juriste dans la même boîte et on évoluait avec le temps dans cette même boîte. Rapidement, dans les années 80-90, on a fait plusieurs boîtes et je me rappelle d'un temps où quand on regardait les CV, on était rassuré que le candidat fasse toute sa carrière ou en tout cas fasse des cycles assez longs dans les mêmes postes. Aujourd'hui, on le voit, les cycles sont beaucoup plus courts. C'est 2 ans, 3 ans et les gens bougent de boîte. Et ce qu'on voit arriver, c'est que de plus en plus, on a des switches et des moves, c'est-à-dire que des gens vont avoir un job, ils vont être avocats, ensuite ils vont être juristes, ce qui est mon cas, j'étais avocate et maintenant je suis dans la chasse. Et le move d'après, je pense, ce sera des personnes qui feront plusieurs jobs en même temps. Et je pense que le juriste sera aussi dans le sens de cette histoire-là. Et on sera juriste qu'on sera le matin, et ça ne nous empêchera pas de travailler sur la compliance ou sur des sujets de com, des sujets IT le lendemain. Voilà notre point de vue. Ok, merci. Sabine, oui, tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. Alors, l'agilité, c'est absolument indispensable compte tenu de ce que je demande à mes juristes de faire au sein du groupe EDF. Donc, je le disais en intro tout à l'heure, EDF est en plein cœur de la transition énergétique. On a adopté l'an dernier une raison d'être
qui nous conduit à contribuer à la construction d'un avenir énergétique neutre en CO2. Donc on est au cœur de tous ces enjeux de décarbonation, de transition. On est dans un secteur en pleine mutation. Or, pour que les juristes fassent bien leur job, il faut qu'ils maîtrisent, mais connaissent intimement et maîtrisent tous les métiers, les activités et les projets du groupe. Il faut qu'ils soient complètement en mesure d'analyser les risques juridiques, évidemment, mais aussi tous les enjeux pour être capable non pas de porter une solution, comme on l'attend évidemment des juristes, mais de porter la meilleure solution en faisant cette balance entre les risques et les opportunités, et tout ça dans un univers en perpétuel bouleversement, révolution de tout point de vue. Donc évidemment, ça nécessite d'être profondément agile et d'être agile au quotidien. Deuxième chose que j'attends de mes juristes, c'est qu'ils soient capables de se remettre en cause en permanence sur les sujets sur lesquels ils interviennent. Il faut qu'on puisse en permanence se repositionner sur les activités à valeur ajoutée. Il faut qu'on aille chercher l'impact. Il faut qu'on soit présent là où les décisions se prennent. Et il faut qu'à l'inverse, pour pouvoir bien faire ça, qu'on puisse arrêter notre appui sur les activités plus récurrentes ou les activités où les métiers ont finalement réussi à s'approprier les réflexes juridiques et où ils ont moins besoin de juristes. Donc, il faut toujours sortir de sa zone de confort, être capable de rediscuter avec les métiers du meilleur appui, de s'inviter, de chercher l'impact en permanence. Et ça aussi, ça nécessite, ça exige une extrême agilité. Et troisième chose que j'attends de mes juristes, c'est qu'ils soient capables d'anticiper les sujets d'avenir et donc surtout s'agissant des managers de juristes, qu'on puisse avoir une organisation qui soit résiliente dans le temps à toutes ces évolutions, qu'on puisse préparer les juristes de demain, les former au niveau des soft skills, les former aussi sur les nouveaux sujets. Donc tout cela, ça nécessite à nouveau une grande agilité. Donc, aucun succès possible de cette feuille de route sans une agilité profonde de chacun des juristes, des appuis, des assistantes et des managers. C'est essentiel. Merci Sabine. Muriel? Oui, alors, je vais prendre encore une fois l'exemple de mes équipes. Alors, elles doivent être agiles à plusieurs titres. Comme vous le savez peut-être, Deloitte Tage, on est intégré dans un cabinet d'audit et de conseil. Donc, on côtoie au quotidien, nous les avocats, des consultants et des auditeurs qui n'ont pas du tout la même culture que nous, puisque pour les uns, c'est la culture du chiffre et pour les autres, c'est souvent une culture avec une vision des problématiques de stratégie, d'organisation qui ne sont pas forcément les nôtres au quotidien, qui sont vraiment pas le b.a.-ba de notre formation. Et nous devons tous les jours donc être agiles pour pouvoir interagir avec eux dans les dossiers et chez nos clients. Et puis en interne dans le cabinet d'avocats, comme on a beaucoup de spécialités, on a aussi beaucoup de profils différents, c'est-à-dire qu'on a des ingénieurs de plus en plus, IT et non-IT, on a des ingénieurs électriciens, on a des ingénieurs mécaniciens, parce qu'on a toute une partie qui traite du crédit impôt recherche, et là, le juriste c'est bien, mais le juriste plus l'ingénieur c'est mieux. On a de plus en plus d'ingénieurs IT dans nos équipes pour développer des projets en interne, pour justement se digitaliser nous aussi, parce que le cabinet, il est comme une entreprise, il doit digitaliser et parfois on ne trouve pas du tout sur le marché ce qui correspond à notre envie. Donc on développe des projets en interne. Et on a également des économistes pour tout ce qui est sujet prix de transfert. Et donc, nos juristes doivent travailler avec tout ce petit monde. Et donc, c'est des mondes différents qui se parlent et qui communiquent. Et ça contribue vraiment à développer l'ouverture d'esprit et la curiosité et l'agilité de nos juristes, de nos avocats. Ok, merci. Christophe, quelque chose à ajouter, peut-être? Oui, moi, je voudrais contribuer à répondre à une question que je trouve très intéressante qui a été posée par Sylvie Abulius, avec l'automatisation par Marwan, Besdi, avec l'automatisation de certaines pratiques juridiques, rédaction de contrat par exemple. Est-ce que dans quelques années, c'est fini pour les blondines? Alors, j'ouvrirai une parenthèse, mais dans l'exemple que prenait Marie, moi, j'aurais plutôt dit Blandine était agile et Pierre n'était pas, parce qu'en général, les femmes sont plus agiles que les hommes. Elles arrivent à faire beaucoup plus de choses, même c'est vrai, beaucoup plus de choses en même temps. Donc, on va dire que c'est Blandine qui est agile. Est-ce qu'on sera forcé à être agile et est-ce qu'on sera éduqué de cette manière? Changer le modèle d'éducation.
Moi, je pense, hein, mais c'est une première partie de réponse en ce qui me concerne, que l'agilité, ça va d'abord être, pour certains juristes ou pour certains paralegals, comme on dit en anglais, d'être capable, mais il faut les accompagner, de passer de tâches qui sont de plus en plus standardisées et qui vont être automatisées si elles ne le sont pas déjà, à d'autres choses. Et donc, en particulier, c'est être capable de monter en gamme en termes de compétences. Ça demande de l'agilité. Ça demande aussi de l'agilité aux structures qui les emploient, donc que ce soit des DJ ou des cabinets, pour les accompagner, plutôt que pour parler crûment, plutôt que de les sortir quand il n'y a pas d'autre solution. Donc l'agilité, c'est ça, c'est comment s'adapter à des fonctions qui vont être dans certaines de leurs tâches, hein, si on prend la notion de chaîne de valeur, donc certaines parties de la chaîne qui vont être automatisées. La valeur, elle va être créée sur d'autres maillons de la chaîne. Donc comment est-ce que, en tant que juriste ou en tant qu'avocat, je vais pouvoir être là où la valeur est créée dans la chaîne de valeur et pas là où il n'y a pas de valeur qui se crée et où on est sur des commodities complètement automatisées. Si. Alors, autre question. L'agilité, on sent que c'est important, mais c'est inné ou c'est acquis? Jamil, qu'est-ce que tu en penses? Alors, les Américains ont une question, ça s'appelle la $64 question, la question à $64. C'est une question qui est profonde et à laquelle on a beaucoup réfléchi chez Gochaba. Je pense que pour répondre à cette question, il faut déjà revenir sur la définition de l'agilité. Et tout à l'heure, tu as commencé à l'évoquer. Nous, on a fait un travail qui est de prendre plein de termes, agilité, leadership, ouverture d'esprit, et les diviser en choses qui sont mesurables. Parce que l'idée, quand on dit est-ce que c'est utile ou pas d'être agile, eh ben, c'est à un moment pouvoir faire un état des lieux et se dire est-ce qu'on est vraiment agile collectivement? Est-ce que des candidats, des collaborateurs sont agiles? Alors pour faire ça, nous, on a défini l'agilité sous différents critères. Par exemple, l'agilité, alors tout à l'heure, tu en as parlé, Christophe, ça peut être la capacité à passer d'une tâche à une autre. L'agilité, ça peut être l'attrait pour le risque. L'agilité, ça peut être le sens de l'écoute. L'agilité, ça peut être une capacité d'analyse. Et ben, tout ça, c'est ce qu'on appelle les traits cognitifs. Alors, on a tous un socle cognitif qui fait que non seulement à la naissance et ensuite en fonction de l'éducation, ce socle se stabilise un petit peu. Et juste pour sans rentrer dans le détail, souvent on pense que le QI, par exemple, c'est quelque chose qui est figé, c'est pas vrai. Le QI peut évoluer énormément socialement entre 10 ans et 25 ans, par exemple, en fonction des milieux sociaux. Donc, il y a une réponse de Normand que je vais te faire. La première, c'est qu'il y a un socle qui est mesurable et qui est là. Et ensuite, quand on connaît ce socle, il est façon d'agir. Et justement, plutôt que de se dire est-ce qu'on est agile à la naissance ou pas, on peut se poser la question de façon plus fouillée. Est-ce que j'ai une aversion pour le risque qui est grande ou pas? Est-ce que j'ai un sens de l'écoute qui est grande ou pas? Et donc, quand on rentre plus dans le détail de cette définition, on va pouvoir non seulement le mesurer, et ensuite travailler dessus. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on essaye de faire collectivement, hein, c'est d'être précis dans ce qu'on fait. Je pense qu'un des dangers, c'est d'avoir des mots valises sur lesquels on se met tous d'accord. On veut tous de l'agilité, on veut tous de la bienveillance, et au final, on n'en fait pas grand-chose parce que alors je suis là pour faire de la religion, hein, mais quand on dit à l'origine était le verbe, je pense que c'est vraiment le fait de nommer les choses. Alors, plutôt prendre un laïc, un plutôt boileau, hein, ce qui se pense clairement s'énonce aisément et le mot pour le dire arrive facilement. Je pense que c'est vraiment important de nommer les choses pour le mesurer. Et c'est une fois qu'on a fait un constat de quel est le besoin, quelles sont exactement les choses sur lesquelles on veut agir et qu'on veut mesurer, qu'on va être en capacité de le faire. Donc, pour résumer, l'agilité, c'est différents traits cognitifs dont on a un socle à un moment donné de sa vie, et sur lesquels on va pouvoir jouer collectivement ou individuellement si on est capable de les mesurer. Ok, merci. Marie, tu nous entends? D'ailleurs, c'était une réponse un peu sur du long terme de l'évolution. Et là, je vais vous faire une réponse de constater court terme. Je me dis probablement qu'on a, comme vient de l'expliquer, mais ce que je pense très court terme, c'est que y a le principe de réalité et qu'en fait, moi, ce que j'ai dans toute cette année qui a été un peu compliquée,
j'ai quand même un rayon de soleil. Coupe ton micro, Jérôme. Pardon. Oui, non. La capacité qu'on a eue de s'adapter à une réalité qui était le télétravail. Il y a un an, si on nous avait dit « Ok, tout le monde se met au télétravail », vous m'auriez rigolé au nez. Je me battais avec des clients pour avoir un jour de télétravail. Aujourd'hui, c'est un non-sujet, tout le monde s'y est mis. Donc, moi, j'ai quand même je vais être le rayon de soleil de la journée en disant bah, oui, mais il est possible finalement, enfin, c'est sûrement inné, mais c'est aussi quelque chose qu'on travaille et c'est quand on n'a pas le choix, on le fait en fait. Donc, de ce que je peux constater, c'est que notre fameuse Blandine, vous pouvez l'appeler Pierre, hein, peu importe, vous avez compris que c'était pas le sujet, mais notre Blandoche, quand elle va devoir s'adapter et quand elle va voir que tous les contrats sont automatisés et qu'elle va devoir être sur plus de la stratégie et moins du delivery quotidien, eh ben, elle va faire les formations qui iront bien, elle ira se former à l'EDEC et ben, justement, elle pourra produire. Et c'est là où c'est merveilleux, le cerveau humain, on est capable de s'adapter. Donc, moi, je suis plutôt optimiste à me dire, ben, ok, peut-être que ces personnes-là sont peut-être endormies pendant quelques années sur des facilités, mais je suis persuadée que le jour où il faudra, elles s'adapteront parce qu'on en est capable. Merci. Sabine? Alors, je pense être dans la continuité de ce qui vient d'être dit. Pour moi, l'agilité, et c'est heureux, ça s'apprend. Même si certains sont peut-être naturellement un peu plus portés sur l'agilité, et dans mes équipes, je les appellerais les éclaireurs. Ceux qui sont naturellement curieux, agiles, qui ont envie de bouger, qui sont en permanence eux-mêmes en mouvement, ils vont naturellement être agiles, naturellement porter les projets de transformation et naturellement se lancer. Et ces éclaireurs, ils sont très précieux et évidemment, on a besoin de ces relais pour pouvoir lancer un grand projet de transformation comme le projet Rythme que j'ai lancé il y a 2 ans. Ceux qui sont peut-être un peu moins naturellement agiles peuvent bien sûr le devenir. Ils vont le devenir en suivant ces éclaireurs et c'est pour ça que cette impulsion qui est donnée par les éclaireurs est si précieuse. Et ils vont aussi le devenir parce qu'ils sont embarqués par un projet managérial cohérent. On leur donne un cap, on leur dit concentrez-vous sur les dossiers créateurs de valeur, arrêtez les tâches soit automatisables, soit auxquelles on peut renoncer parce que les métiers savent faire à peu près tout seuls et de toute façon s'ils ripent un peu, c'est pas bien grave. On les rassure, on leur explique, on leur donne un cap et donc entraînés par ces éclaireurs, entraînés par un projet managérial, ils vont y aller. Alors évidemment, ils peuvent avoir besoin pour cela de formation, de coaching, c'est évidemment un tout. On a un gros effort qu'on met sur les formations, notamment dans les soft skills. Et pour moi, ils vont le devenir par l'expérience. Hein, il faut qu'ils se lancent. Comme quand on apprend à nager, il y a un jour où il faut se lancer dans le grand bain. On a un maître nageur pas loin, mais il y a un jour où on y va. Et ben, il faut y aller. Il faut qu'ils se lancent dans un projet. Ils vont expérimenter le fait de s'impliquer, par exemple, dans la nouvelle manière de travailler que le télétravail a provoqué dans le cadre de ce confinement. On n'a tous pas eu le choix. Du jour au lendemain, on a dû télétravailler au quotidien. Ça a bouleversé nos manières de travailler. Et ben même les non-éclaireurs se sont complètement emparés de cette question, ont réfléchi à ce que ça pouvait signifier dans leur nouvelle manière de fonctionner, de manager, de travailler avec leurs managers. Ils peuvent aussi se lancer dans l'organisation, par exemple récemment des victoires de la direction juridique. On a lancé des prix qui mettent en avant les projets les plus innovants, les plus collectifs, les plus créateurs de valeur. Et ça va être des juristes qui peut-être étaient moins agiles au départ, qui se sont lancés dans l'organisation de ces prix, ou des gens qui vont partir sur un nouveau projet hyper challenging. Donc c'est aussi par l'expérience qu'on devient agile, une expérience favorisée par les erreurs et par un cadre managérial et par des formations. Tout ça est très cohérent. Okay. Merci Sabine. Muriel? Voilà, j'ai remis le micro. Mon expérience à moi pour parler en général sur la transformation de la direction juridique telle que je la vois, parce que j'en accompagne pas mal depuis plusieurs années, c'est que réellement, on a eu une évolution. Le juriste, il est quand même pas, il reste pas dans son précaré, et il est agile, le juriste. L'exemple le plus criant que je vais vous donner, c'est que quand j'ai commencé il y a 25 ans, donc c'est pas très loin, 25 ans, on travaillait avec des téléx. On demandait des reports d'audience avec des fax et on tremblait jusqu'à la dernière demi-heure avant de partir en courant au tribunal parce qu'on n'avait pas reçu l'accusé de réception du fax. Et depuis, on a vraiment évolué largement.
Et on voit depuis ces 5 dernières années une évolution forte de la fonction juridique dans l'entreprise avec un nouveau rôle qui est apparu, celui de Legal Operation Officer, qui nous est venu évidemment des États-Unis, puisqu'il donne toujours le là dans les transformations, qui n'est pas forcément un juriste, mais qui vient faire le lien entre la direction juridique et la direction, souvent la direction informatique et les autres directions de l'entreprise pour essayer de donner plus d'agilité, plus de digitalisation, plus de transformation des process à cette direction juridique. Et on voit que dans les cas où effectivement les juristes sont embarqués dès le départ dans ces projets de transformation, finalement l'adhésion elle se passe bien et ces projets se passent bien et sont adoptés par l'ensemble des juristes. Et moi je voulais surtout quand même dire un dernier mot de ce qui s'est passé récemment en mars, puisque comme on le disait tous, on s'est retrouvés brutalement du jour au lendemain en télétravail. Et nos juristes, ils ont quand même été tout à fait héroïques, parce que ça a été un des postes sur lesquels un des postes qu'on a le plus sollicité, puisque les premières choses qui sont tombées en mars, c'était ces ordonnances, j'allais dire ces montagnes d'ordonnances qui tombaient tous les jours avec des erratums, etc. Et l'impression qu'on a eue en discutant avec les directions juridiques, c'est que vraiment, ils s'étaient mis en ordre de bataille pour décortiquer les ordonnances, pour décrypter les ordonnances, rendre compte à la direction de l'entreprise pour l'aider à prendre une décision. Est-ce qu'on donne un remboursement, est-ce qu'on donne un avoir quand on était dans le secteur de l'événementiel ou des voyages, est-ce qu'on peut résilier le bail, est-ce qu'on peut suspendre le bail, est-ce qu'on peut suspendre le contrat, le maintenir. Et tout ça, il fallait le faire dans des délais vraiment records. Et là, les juristes se sont mobilisés, c'était extraordinaire. C'est la présidente du Cercle Montesquieu qui a dit que ce jour-là, il s'était transformé de médecin de famille, celui qui donne les bons conseils tranquillement et qui anticipe les risques et qui prend le temps de voir, en médecin urgentiste. Et bien oui, les juristes sont devenus des urgentistes à ce moment-là. Et donc, ça prouve quand même que cette fonction juridique, même si parfois on pourrait lui reprocher un manque d'agilité en général, et on le lui a reproché pendant de nombreuses années, elle a vraiment évolué au cours des dernières années et elle continuera d'évoluer. Ok, merci beaucoup Muriel. Christophe, tu as quelque chose? Oui, quelques remarques très rapides. Finalement, peut-être paradoxalement par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'agilité, elle est dans l'essence même, dans l'ADN même du raisonnement juridique, puisque nous tous, juristes, on a été formés au raisonnement juridique et à passer en permanence du droit au fait, du fait au droit, du droit au fait, du fait au droit. Et donc ce chemin, cette itération entre le droit et les faits oblige à être agile et à ne pas être enfermé, emprisonné dans un simple raisonnement juridique qui n'aurait pas d'emprise ou d'impact dans la vraie vie, dans des mécanismes d'affaires, etc. La deuxième remarque, en lisant, je crois que c'était, alors il m'en voudra pas si je me souviens plus, si voilà, je crois que c'est Emmanuel Varin dans les questions, totalement d'accord avec lui, c'est que et ça, c'est très prégnant dans la formation des juristes dont je fais partie, c'est la peur de se tromper, la peur de donner la mauvaise réponse, donc la peur d'être critiqué et parce qu'on n'a pas donné la bonne réponse en tant que juriste, en tant qu'expert. Or, dans des environnements de plus en plus complexes, des opérations de plus en plus complexes, des montages sophistiqués, a fortiori si on agit dans l'urgence, et j'aime beaucoup l'image de Muriel entre le médecin urgentiste et le médecin de famille, il faut accepter le droit à l'erreur. Les juristes parfois peuvent se tromper et plus ils vont chercher à innover, plus ils vont être créatifs au service de l'entreprise ou du client, plus il y a le risque de se tromper. La prise de risque, elle nécessite d'accepter l'erreur. Donc l'agilité, je pense, elle est aussi avant tout psychologique. C'est en tant que juriste d'accepter la prise de risque si le client l'accepte aussi. Alors je dis pas qu'il faut aller conduire son client en correctionnel, hein, c'est pas mon propos. Mais c'est comme disent les Anglais ou les Américains, c'est un mindset, c'est un état d'esprit. Ceci dit, il n'est pas, je pense, psychologiquement, enfin il y a des biais cognitifs, mais Jamil en parlerait mieux que moi, c'est que ce biais cognitif, c'est que plus on est dans l'expertise, qu'on pense maîtriser, plus on est rassuré. Et ça, on le voit, y compris quand on forme de jeunes étudiants. Le droit, c'est fantastique, c'est en même temps dur à apprendre, parce qu'il y a énormément de choses.
C'est dur à pratiquer aussi, mais comme d'autres métiers, mais on est rassuré parce qu'il y a tellement de choses à connaître on a l'impression de ne jamais en terminer, de ne jamais en finir, et c'est rassurant. On se crée sa propre zone de confort en tant qu'expert. Donc ça, je pense que c'est un risque dont il faut se prémunir, à la fois en tant qu'individu, en tant que juriste, en tant qu'avocat, mais aussi en tant que manager. Eric O'Donnell, merci d'être là, qui est le patron des opérations juridiques chez Total, l'écrivait dans le chat. Les managers juridiques doivent accompagner leurs équipes vers l'agilité. Et en termes de communication, et en termes de pédagogie, et en termes de formation. Merci. Alors, il nous reste 7 minutes. Et je crois que c'est les 7 minutes, les 7 dernières minutes. Alors, question. Demain, j'ai un juriste agile à recruter. J'ai 3 personnes en shortlist. Question que je vous pose, c'est comment je vais réussir à échouer ce recrutement? Jamil, est-ce que tu as des idées? Alors, je vais aller très vite. Hein. Le premier, c'est se fier à son instinct. Et en faisant ça, on va reproduire des biais sociaux. Le deuxième, c'est souvent, hein, on pense qu'on est bon juge de l'âme des autres et on pense tous que les autres le font moins bien que nous. Le deuxième, c'est s'appuyer essentiellement sur le CV. Et évidemment que pour être bon juriste ou bon avocat ou avocate, il faut avoir des hard skills hyper importants. Pour autant, puisqu'on parle d'agilité, il faut pouvoir mesurer l'agilité. Alors là, je vais faire de l'autopromo, mais ce n'est pas par rapport à gauche et bas, il y a plein d'autres solutions. Mais je pense qu'à un moment, il faut s'outiller pour pouvoir mesurer les soft skills de façon objective et non déclarative, donc pas forcément avec des questionnaires où on sait tous que les candidats ont tendance à répondre ce qu'il faut répondre. Et il y a plein de façons de le faire. Donc il y a des mises en scène, il y a qu'on appelle les escape games, il y a gauche et bas qui a une solution, mais je pense qu'il y a moi, je crois beaucoup à la mise en scène, par exemple, quand c'est possible, quand c'est pas possible, d'autres solutions, mais ne pas se fier exclusivement sur du déclaratif, du CV ou de l'entre-soi. Et moi, j'ai quelque chose qui me touche beaucoup en ce moment, c'est l'éclatement des bulles sociales. Et malheureusement, on a tendance à penser que les gens sont agiles lorsqu'ils pensent comme nous et qu'ils ont les mêmes valeurs que nous, les mêmes loisirs que nous, les mêmes vêtements que nous et les mêmes écoles que nous. Donc, être agile, c'est aussi s'ouvrir à la différence. Et très concrètement, c'est être vigilant par rapport à ça. Merci, Jamil. Marie? Tu nous entends, Marie? Oui, tu m'entends? Ok. Moi, quand tu poses la question comment on peut rater ce recrutement, la première, c'est une réponse en 2 temps. La première, c'est en écoutant mal le besoin exprimé par le client. C'est-à-dire que le directeur juridique ou le DRH qui va venir nous voir, qui va nous exprimer son besoin, faut vraiment se poser calmement et comprendre quel est le besoin réel. Parce que, encore une fois, quand je prenais mon exemple de la compliance, on peut partir sur beaucoup de choses en fantasme, et quand on va présenter des candidats très agiles, le client va nous dire, mais en fait, c'est pas vraiment ça que je veux, en fait. Donc, pour moi, pour rater un recrutement, c'est mal définir ce qu'on veut, en fait. C'est ce que je dis souvent, pour chercher des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. L'objectif n'est pas de rechercher un candidat, mais de trouver un candidat qui va bien s'adapter à l'équipe et aux besoins du client. Donc ça, c'est le premier point. Côté candidat, côté recruteur, quand nous, on fait des entretiens, donc comme l'expliquait Jamil, évidemment, il faut bien, quand même on cherche le candidat agile, il faut bien comprendre les compétences hard skills du candidat que vous avez en face de vous, et donc bien valider ce point-là, parce que le client, avant tout, ce qu'il a besoin, c'est d'une personne qui a des bons réflexes juridiques. Et le deuxième élément, qu'on va taper sur les soft skills, comprendre quels sont les soft skills du candidat, nous, on va poser des questions très larges. Moi, il y a une question que j'aime beaucoup poser, c'est qu'est-ce qu'il n'y a pas dans votre CV que vous aimeriez qu'on sache de vous? Ce genre de choses, on va un peu plus creuser, on va aller plus large, et là, vous allez voir, pareil, moi, j'aime bien poser une question, c'est qu'est-ce qui vous lève le matin? Et c'est là que vous allez voir, il y a des gens qui vont vous répondre des choses très out of the box et puis des choses très classiques. Et c'est là où ça peut être intéressant. Marie, si tu cherchais des chercheurs qui trouvent, tu nous as bien trouvé. Ouais, c'est ça. Merci Marie. Sabine, tu nous entends? Sabine, ton micro, Sabine. Tu nous entends? Sabine, ton micro. Ah. Ton micro est coupé, Sabine.
Ah, on a perdu Sabine. Muriel? Oui. Oui, alors comment rater un recrutement? Ben, je crois que oui, c'est déjà mal définir son besoin. Je vais reprendre ce que disait Marie, en fait. Déjà, le premier écueil, c'est de bien définir ce que l'on cherche soi-même. Et pour ce qui nous concerne, nous, on a quand même des candidats qui ont des formations un peu similaires, hein. Ils ont fait une bonne formation juridique. Généralement, ils ont l'examen du barreau, donc on a à peu près les mêmes CV avec des facultés effectivement qui peuvent être un peu différentes. Ce qu'on va regarder, c'est effectivement, nous qui sommes dans un gros réseau international, on va quand même s'intéresser à leur appétence pour l'international et à leur soft skills en matière de langue. Parce que pour nous, c'est un prérequis de parler anglais couramment, parce que si on arrive chez Deloitte et qu'on ne parle pas anglais couramment, on a un problème même dans les emails généraux qui sont adressés pour faire fonctionner l'ordinateur ou les mises à jour du téléphone. Donc, ça commence mal. Et sinon, effectivement, moi, je m'intéresse aussi beaucoup aux soft skills et c'est souvent là-dessus que j'ai choisi un CV plutôt qu'un autre sur des choses assez différentes, hein. Que ce soit du sport, que ce soit une compétence en musique, une compétence dans un autre art. Et c'est vrai que j'aime bien fouiller un peu dans les soft skills lors de mes discussions avec les candidats. Et ça s'est toujours assez bien passé finalement parce que la perception qu'on a sur ces soft skills et la discussion qu'on peut avoir, elle est souvent très, très édifiante en parallèle de celle qu'on a sur la formation et sur leur stage, sur ce qu'ils ont fait. Et là, on commence à percevoir un peu l'âme du candidat. Et c'est bien de les mettre en rapport et d'y passer du temps. Merci beaucoup, Muriel. Sabine? Ouais, est-ce que vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez ou pas? Oui. Oui? Oui. Ah, ça y est, je vous ai retrouvé. Ouais, merci, désolée du bug, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'avais un peu la même question fétiche que Marie lors des entretiens. J'aime bien savoir ce qui motive les gens à se lever le matin. Et par cette question, je trouve qu'on arrive assez bien à percevoir le potentiel du candidat et ce qui le met en mouvement. Comme pour moi, le mouvement est le maître mot de mon projet et de ce que je recherche chez les juristes. C'est une question importante. Pour moi, en fait, on se plante dans le recrutement quand on ne regarde que ce que le candidat a déjà fait plutôt que de miser sur ce qu'il est capable de faire. Donc, il faut rechercher non pas uniquement une expérience ou une connaissance, mais un savoir-faire et donc un potentiel pour pouvoir affronter des situations qui sont forcément nouvelles, qu'on ne sait pas identifier aujourd'hui. Donc, c'est ce potentiel. Il ne faut pas juste s'accrocher à. Il a déjà fait exactement ce que je vais lui demander de faire demain. Si on ne veut pas se louper pour après-demain et toutes les années qui suivent. Merci beaucoup. Christophe, tu nous entends? Oui, oui, oui. J'ai eu une coupure de. Désolé, une petite coupure de réseau, mais voilà. Non, je vois que le retour. Donc, juste pour dire que, là encore, pour réagir à une ou plusieurs remarques qui ont été faites dans le chat, et c'est d'ailleurs ce sur quoi on travaille, notamment au niveau de l'EDEC Augmented Law Institute, sur la base du référentiel de compétences du juriste augmenté. Je pense que les compétences sur un recrutement, c'est la rencontre entre ce qu'on attend en termes de profil, ce qu'on attend en termes de compétences, et en face, les compétences qui sont détenues ou pas. Donc, il faut que ce soit transparent. Quelqu'un écrivait, mais est-ce qu'on ne va pas hésiter à recruter un juriste agile si on se dit qu'il va peut-être finir par s'ennuyer? Se poser la question, c'est déjà y répondre. Peut-être qu'à ce moment-là, le poste n'est pas pour ce juriste-là. Parce que je pense qu'il faut être très réaliste et pas se raconter d'histoire. Tous les postes de juristes, si on fait le point sur tous les recrutements qui existent, les entreprises, les cabinets, les DJ, ne nécessitent pas d'avoir forcément des personnes extrêmement agiles. Donc quelqu'un qui est très agile et qu'on mettrait sur un poste des missions et des tâches qui ne demanderaient pas forcément beaucoup d'agilité, va être très malheureux et c'est pas ce profil-là qu'il faut recruter. Moi, j'en appelle de mes voeux au passage pour que aussi bien les cabinets que les directions juridiques, hein, ou les directions compliance, si on élargit un petit peu le spectre, soient très transparentes sur les profils qu'ils recherchent et les compétences qui doivent être détenues.
Alors, il y a forcément toujours un point commun, un lot commun de compétences qui sont pas, on pourrait dire, pas négociables, et notamment, si on recrute un juriste, on s'attend qu'il soit bon dans son domaine. Mais en fonction des directions juridiques, des cultures d'entreprise, des cultures de cabinet, des métiers, du mode de gouvernance, il va y avoir des compétences attendues qui vont être plus ou moins prononcées en fonction des contextes. Et ça, je pense que c'est important que ce soit transparent pour qu'il n'y ait pas un mauvais mariage au départ, parce que qui dit mauvais mariage dit divorce rapide, et c'est pas forcément toujours un bon divorce. Ok, merci Christophe. Alors, le mot de la fin, pardon, est synthèse. Moi, ce que j'ai entendu, c'est, dans le fond, c'est aussi l'agilité du juriste, c'est concilier les contraires. Concilier les contraires parce que on a un juriste qui est protecteur du temple, et on a un juriste à qui on demande de faire des contrats rapidement et d'échanger constamment. Donc, concilier les contraires, comment? Ne pas confondre vitesse et précipitation, parce que ça reste quand même le travail du juriste de prendre de la hauteur et de rappeler, la loi, et de rappeler qu'en hors piste, on doit quand même être vigilant. Alors, concrètement, il y a des choses très, très concrètes qu'on peut faire, c'est libérer des gisements d'agilité qu'on a dans les équipes. Il y a des petites choses qui existent déjà. Il y a déjà, le directeur juridique concrètement peut se positionner pour le droit à l'erreur. Qu'est-ce que ça veut dire dans mon équipe? Ça, c'est un vrai sujet. Puis, deuxièmement, de façon un peu plus long terme, cette notion de créer une culture d'agilité dans mon équipe, qui est un peu plus long terme et qui permet, notamment par des recrutements, par de la formation long terme, de faire évoluer par petits pas à son changement, sa culture juridique. Alors, à quoi ça sert tout ça? Demandez à vos clients externes, internes, si vous êtes agile, ils vous diront. Moi, j'en suis assez convaincu. Maintenant, ça sert aussi beaucoup à un point de vue individuel, parce que c'est une question d'état d'esprit, on l'a dit, à gérer un environnement qui est de plus en plus incertain. Stress, burn-out. Donc, un état d'esprit dynamique va vous permettre au niveau individuel de mieux gérer l'environnement compliqué dans lequel on est. Voilà. En tout cas, merci à tous. Merci de vos questions. Merci à tous nos intervenants. Et ensuite à ça, vous recevrez donc le replay, je pense, et le livre blanc EDEC, Agiliser ses équipes juridiques. Donc voilà, donc ce n'est qu'un point de vue. Et on est très, très ouvert à discuter, à co-construire avec des volontaires, des protocoles qui nous permettent concrètement de sortir du buzzword et de passer d'une équipe agile ceinture orange, ceinture verte, à une équipe agile ceinture noire. Voilà. Jérôme, je voudrais te remercier pour ton animation, ta préparation aussi. Merci à nos amis et partenaires de Shabbat. Et puis un immense merci à Sabine, à Muriel et à Marie qui ont accepté de nous consacrer du temps, de partager leurs expériences, expertises qui sont bien connues, comme on dit, sur la place. Donc merci beaucoup, parce que on sait que en ce moment tout le monde est très pris. Il y a encore plus de travail que d'habitude. En tout cas, je vais dire pour celles et ceux d'entre nous qui ont la chance d'avoir plus de travail plutôt que moins de travail. Généralement, je crois qu'il ne faut pas trop s'en plaindre quand on a cette chance-là. Donc merci beaucoup à vous. Et puis merci à tous les participants pour vos questions. C'est vrai qu'on peut toujours être un petit peu frustré parce qu'il y a des points qu'on aimerait pouvoir creuser, pouvoir vous répondre plus amplement, vous permettre de poser plus de questions, vous permettre d'apporter aussi vos propres témoignages. On peut refaire ça plus tard, par la suite. Si c'est une bonne série, on fait toujours une saison 2. Donc, voilà, merci beaucoup. Un grand merci à vous tous. Merci Christophe, merci Jérôme. Portez-vous bien. Merci. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir.